Le 4 mars 1861, la ville de Washington, ça ressemble vraiment pas au berceau rayonnant d'une démocratie, en fait. Non, c'est clair. C'est tout l'inverse même. Voilà, ça ressemble à s'y méprendre à un camp retranché, vraiment figé dans l'attente d'un siège. Dès l'aube, au lieu de l'effervescence joyeuse des fanfares qu'on a d'habitude pour une investiture présidentielle, On entend la cavalerie. exactement, le cliquetis menaçant de la cavalerie, le pas lourd des soldats qui patrouillent dans des rues qui sont pleines de boue. Et sur les toits, il y a carrément des tireurs d'élite. C'est ça, des escouades de tireurs d'élite positionnés sur les bâtiments stratégiques, le doigt sur la détente. Et au-dessus de toute cette scène vraiment digne d'une fin du monde, il y a une grue géante Sombre et menaçante, oui. qui s'élève depuis le dôme encore inachevé du Capitole. Pour moi, c'est le symbole parfait d'une nation fracturée. Inachevée, quoi. C'est très visuel. Et c'est dans cette atmosphère électrique, presque apocalyptique en fait, qu'Abraham Lincoln arrive au pouvoir. Tout à fait. Et l'objectif de notre exploration approfondie aujourd'hui, et j'en suis ravie, c'est précisément de plonger dans les méandres de cette toute première année de présidence. Qui est sans doute l'une des plus complexes. Absolument. En nous appuyant sur une pile vraiment fascinante de documents historiques, des lettres personnelles, des télégrammes de guerre, des journaux intimes. Le but, c'est de comprendre comment cet homme a navigué à travers des tempêtes inimaginables. On va voir comment il a géré des égos politiques absolument démesurés, hein. Oui, et des généraux qui frôlaient la trahison carrément par leur insubordination, mais aussi une tragédie personnelle déchirante et finalement l'orchestration de l'une des décisions les plus lourdes de toute l'histoire, l'émancipation. Et pour saisir véritablement l'ampleur, enfin l'ampleur titanesque de cette tâche, il faut se représenter le contraste saisissant, presque ironique en fait. Entre l'homme et la situation, c'est ça. Exactement. D'un côté, on a Lincoln, un homme qui est largement perçu par l'élite de la côte Est comme un novice complet. Un avocat de la frontière. Voilà, aux manières simples, presque embarrassantes pour certains. Ses discours utilisent un langage très terre-à-terre, très ancré dans le quotidien agricole. Même quand il dissèque les complexités de la Constitution américaine. Et de l'autre côté, Le pays est littéralement au bord de l'anéantissement. Plusieurs États du Sud ont déjà fait sécession pour former la Confédération. D'autres hésitent dangereusement. et tout le monde le regarde. C'est ça qui ressort des correspondances de l'époque. La nation entière, y compris et surtout son propre camp politique, le regarde avec un scepticisme féroce. La question qui brûle toutes les lèvres, elle est cruelle. Ce grand homme dégingandé a-t-il vraiment l'étoffe? Exactement. A-t-il la force psychologique et l'intellect nécessaires pour traverser la pire crise existentielle de l'histoire du pays? Le jour même de cette fameuse investiture offre une image qui répond en partie à cette question. Lincoln s'avance sur l'estrade pour prononcer son discours. Il tient sa canne, il tient son épais manuscrit, mais il est visiblement encombré par son grand chapeau. Le fameux chapeau haut de forme. Oui, Tom. Il regarde autour de lui, un peu maladroitement. Il cherche une surface où le poser pour avoir les mains libres. Et là, un homme s'avance poliment pour prendre ce chapeau. Cet homme, c'est Stephen Douglas. Ce qui n'est pas un détail mineur. Pas du tout. Pour bien mesurer le poids de ce geste, il faut rappeler que Douglas n'est pas n'importe qui. C'est le grand rival politique de Lincoln. C'est le candidat démocrate qu'il a combattu avec un acharnement redoutable pendant la campagne. Selon les témoignages, Douglas murmure même à une dame présente près de l'estrade. Il lui dit en substance « Si je ne peux pas être président, je peux au moins tenir son chapeau. C'est un symbole incroyablement fort de ralliement national face à l'imminence de la guerre. Mais ça illustre aussi visuellement à quel point Lincoln devait constamment manœuvrer au milieu de figures politiques dominantes. Des hommes qui se croyaient tous plus légitimes que lui. » Et ce geste de courtoisie sur l'estrade, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. La réalité au sein même du cercle intime de Lincoln, en particulier son cabinet, est beaucoup plus hostile. L'équipe de rivaux. L'équipe de rivaux, oui. Le concept est fascinant, mais dans la pratique, c'était un champ de mine au quotidien. Prenons le cas de William Seward, le secrétaire d'État. Seward était un ancien gouverneur, un sénateur puissant, et il était absolument convaincu que le Parti républicain avait été créé pour lui. Il pensait être le vrai chef, en fait. Sincèrement, oui. Il pensait être le véritable chef de cette administration, reléguant Lincoln au rôle de figure de proue, un simple exécutant pour rassurer les électeurs de l'Ouest. C'est fou. Il y a un mémo stupéfiant dans nos archives, daté du 1er avril 1861. Seward y écrit littéralement que l'administration est sans politique définie, et il propose une idée qui nous semble aujourd'hui sidérante.
Quelle idée, Kem! Déclencher délibérément une guerre contre des puissances européennes comme l'Espagne ou la France. Son raisonnement cynique, c'était qu'un conflit étranger majeur forcerait le Nord et le Sud à s'unir à nouveau, face à un ennemi commun. Une diversion militaire à l'échelle mondiale, carrément! C'est ça. Et pour couronner ce mémo délirant, il offre très clairement de prendre lui-même les rênes du pouvoir pour diriger cette politique. Il suggère que Lincoln se mette en retrait. Mais c'est fascinant. Parce que si on transpose ça dans le monde de l'entreprise ou de la politique d'aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un coup d'État interne en plein conseil d'administration. Absolument. Un nouveau PDG arrive et son vice-président lui écrit un mémo pour dire « Vous êtes incompétent, laissez-moi diriger l'entreprise ». Dans 99% des cas aujourd'hui, une telle insubordination publique signifierait un renvoi immédiat. Avec perte et fracas. Sauf que Lincoln ne le licencie pas. Il s'emporte pas du tout. Il prend sa plume et rédige une réponse qui est une véritable leçon magistrale de gestion de crise. Il démonte point par point, avec une logique implacable, les arguments diplomatiques de Seward. Et concernant la direction du pays, il répond avec une fermeté froide et absolue « Si cela doit être fait, c'est à moi de le faire. C'est cinglant. » Mais le véritable coup de génie, la preuve de son intelligence émotionnelle supérieure, c'est qu'il décide de garder ce mémo et sa propre réponse totalement secret. Il ne cherche pas à humilier Seward sur la place publique. Il sait qu'il a besoin de lui. Exactement. Il a besoin du réseau et du cerveau de Seward pour survivre aux mois à venir. Et c'est l'essence même de son approche du pouvoir. L'objectif premier et absolu, c'est la préservation de l'Union. Tout le reste, y compris son propre ego, c'est secondaire. C'est très vrai. Le cas d'Edwin Stanton en est peut-être la preuve la plus éclatante. Stanton est nommé secrétaire de la guerre un peu plus tard, pour remplacer Simon Cameron qui s'était dramatiquement embourbé dans des scandales de contrats corrompus pour l'armée. Le détail crucial ici, c'est que Stanton méprisait publiquement Lincoln depuis des années. L'histoire du gorille, c'est ça? Exactement. En 1855, lors d'un procès célèbre où il devait collaborer, Stanton l'avait snobé de manière flagrante. Il refusait même de le regarder. Il l'avait qualifié publiquement de gorille original, allant jusqu'à dire, avec une méchanceté rare, qu'il était absurde pour les explorateurs d'aller en Afrique chercher un gorille quand on pouvait en trouver un à Springfield, dans l'Illinois. C'est d'une cruauté inouïe. Et pourtant, Lincoln choisit d'ignorer totalement ses affronts personnels. Ce qui prime pour lui, c'est que Stanton a la réputation d'être incorruptible. Une énergie féroce et une loyauté inébranlable. Voilà. C'est une leçon d'humilité stratégique. Lincoln était capable d'absorber n'importe quelle méchanceté, n'importe quelle insulte, si ça permettait de placer l'homme qu'il fallait, au poste qu'il fallait, pour sauver le pays. Mais gérer les politiciens de Washington, c'était malheureusement que le sommet de l'iceberg. Oh oui, le terrain militaire était pire. Si on déplace notre attention vers la situation militaire des premiers mois, c'est le chaos le plus total. Juste après la chute de Fort Sumter en avril, Washington plonge dans la panique. La capitale est géographiquement isolée, entourée d'États esclavagistes comme le Maryland et la Virginie. Les émeutiers coupent les fils télégraphiques. Ils détruisent les rails des chemins de fer pour empêcher les renforts du Nord d'arriver. On craint une invasion imminente et même une famine. Les récits de cette époque décrivent Lincoln faisant les 100 pas dans un bureau désert. L'angoisse nouant son estomac. Il regarde par la fenêtre vers le fleuve Potomac et murmure pour lui-même « Pourquoi ne viennent-ils pas? Pourquoi ne viennent-ils pas ?» Et cette angoisse liée à l'isolement de Washington a été immédiatement exacerbée par une autre crise majeure, l'indiscipline totale de certains généraux sur le terrain. Loin du regard de la capitale, avec des communications coupées, certains commandants se sont mis à agir comme de véritables seigneurs de la guerre. Frémont? Le général John C. Frémont. Il commandait le département de l'Ouest depuis le Missouri et il en est le parfait et dangereux exemple. Frémont s'était entouré d'une garde personnelle extravagante, composée de soldats étrangers aux uniformes chamarrés, et gérait son territoire comme un tsar intouchable. Sans consulter personne. Personne à Washington. Il a unilatéralement décrété la loi martiale et promulgué sa propre proclamation d'émancipation dans le Missouri. Il menaçait ouvertement de confisquer les propriétés et de libérer les esclaves de quiconque soutiendrait, même de loin, la rébellion sudiste. Et il est vraiment crucial de rappeler, en observant strictement les faits historiques, que l'initiative de Frémont était une véritable bombe à retardement politique. À ce stade précoce de la guerre, Lincoln marchait sur des œufs pour maintenir les États frontaliers comme le Kentucky, le Maryland ou le Missouri, justement au sein de l'Union. Ces États autorisaient l'esclavage, mais n'avaient pas fait sécession.
Exact. Si le gouvernement fédéral commençait à saisir les esclaves de manière arbitraire, ces États basculeraient immédiatement vers le sud, ce qui aurait mathématiquement scellé la défaite de l'Union. Lincoln écrit donc à Frémont pour lui demander de modifier son ordre, de l'adoucir. Et Frémont refuse. Il refuse catégoriquement, aveuglé par son propre pouvoir. Pire, il envoie sa femme, Jessie Benton Frémont, plaider sa cause à Washington. Et là, il faut vraiment s'imaginer la scène. On est au milieu de la nuit. Jessie Benton Frémont n'est pas seulement l'épouse d'un général. Elle est la fille d'un sénateur légendaire. C'est la royauté politique incarnée. Elle déboule à la Maison-Blanche et menace presque ouvertement le président de la République. Elle sous-entend avec audace que si Frémont le désirait vraiment, il pourrait très bien établir son propre gouvernement indépendant dans l'Ouest. La diplomatie de Lincoln, dans ce moment de tension extrême, est remarquable. Il ne cède pas un pouce de son autorité, mais il comprend qu'une réaction volcanique pourrait déclencher une mutinerie. Il sait qu'il doit démettre Frémont de son fonction, mais l'exécution de cet ordre relève presque du roman d'espionnage. Ah oui, l'histoire du messager. Oui, Lincoln rédige l'ordre de renvoi, mais y ajoute une condition très précise. L'ordre ne doit surtout pas être remis à Frémont s'il est personnellement en train de livrer bataille ou s'il a remporté une victoire ce jour-là. Le messager chargé de cette mission impossible, le général Macaney, doit littéralement se déguiser en planteur sudiste. Incroyable! Il chevauche de nuit, s'infiltre à travers les lignes ennemies, réussit à déjouer la garde rapprochée très paranoïaque de Frémont et arrive finalement au quartier général. Là, il découvre frénétiquement la doublure de son manteau, où l'ordre était caché, et le remet à Frémont juste avant que ce dernier ne puisse lancer une offensive, qui l'aurait rendu intouchable. C'est ainsi que Lincoln a mis fin à ce commandement absolutiste. L'histoire de la guerre de sécession regorge de ces conflits d'ego, et Frémont était loin d'être une exception. Parlons de George McClellan, le général en chef de l'armée du Potomac. McClellan, c'était la fierté arrogante incarnée. Totalement. Il excellait dans la logistique, il a construit une armée magnifique, parfaitement entraînée, mais il refusait obstinément de l'engager dans le combat. Et surtout, il affichait un mépris ouvert, presque viscéral pour Lincoln. Il le considérait comme un rustre ignorant. Oui, il le qualifiait en privé de babouin ou de président fouineur parce que Lincoln venait souvent aux nouvelles. Il y a cette scène sidérante où Lincoln, accompagné de Seward, se rend au domicile de McClellan en soir. McClellan n'est pas là, il l'attend dans l'antichambre pendant 1 heure. Et quand il rentre enfin, Le majordome lui signale que le président des États-Unis l'attend au salon. Que fait McClellan? Il passe devant la porte, monte l'escalier et fait dire au président qu'il est fatigué et qu'il est allé se coucher. n'importe quel dirigeant aurait explosé de rage. Face à une telle humiliation, oui. Mais Lincoln, avec une patience qui confine au surnaturel, se lève tranquillement et dit simplement à ses accompagnateurs choqués « Je tiendrai le cheval de McClellan s'il nous apporte le succès ». Et ce comportement met en lumière l'une des armes les plus sous-estimées de la psychologie de Lincoln, son humour. Face à des situations exaspérantes, face à la paralysie de son armée, l'humour lui servait à la fois de bouclier contre le désespoir et de lame pour faire passer ses messages. Sans adopter une posture tyrannique. Exactement. Pour illustrer sa frustration face à la lenteur de McClellan, qui demandait toujours plus d'hommes et de délais, il racontait souvent l'histoire d'un de ses anciens clients en Illinois. Ce client était furieux contre son avocat, qui passait son temps à invoquer des procédures légales complexes pour repousser le procès, sans jamais attaquer la partie adverse. Attendez, une petite pause pour ceux d'entre nous qui n'ont pas de diplôme en droit du 19e siècle sous la main. Dans cette anecdote, l'avocat utilise des termes comme de Murray, capias ou nudum pactum. En gros, ce sont des manœuvres juridiques très techniques. Du jargon pur et dur. Du jargon qui sert souvent à gagner du temps ou à bloquer une procédure sur des points de détail, mais qui font pas du tout avancer le fond de l'affaire. Et le client, un fermier qui n'y comprend rien mais qui voit bien que rien ne bouge, finit par exploser et crie à son avocat « Mais attaquez-le avec un demuret, un capias ou n'importe quoi, au lieu de rester là planté comme un nudum pactum ». C'était la façon élégante et mordante de Lincoln de dire à McClellan « Arrêtez de me parler de logistique et stratégie défensive, prenez votre armée et frappez l'ennemi ». C'est brillant. Et face à cette inertie, on voit Lincoln s'impliquer de plus en plus directement. Il délaisse la Maison-Blanche pour passer une grande partie de ses journées et souvent de ses nuits au bureau du télégraphe du département de la guerre. C'était son centre de commandement. Son lien direct avec le front.
Les opérateurs télégraphistes le voyaient lire des piles entières de dépêches. Et là encore, l'autodérision était son mécanisme de survie face au stress. Un opérateur raconte que lorsque Lincoln arrivait au fond de la pile, au message ancien qu'il avait déjà consulté, il soupirait avec un petit sourire « Je suis descendu jusqu'au raisin ». Ah oui, cette métaphore. Dit « Je serai mieux maintenant, je suis arrivé jusqu'au raisin ». C'est une métaphore un peu crue, ouais. Mais elle montre comment il parvenait à décompresser mentalement. Et il faut dire que le besoin de décompresser était vital, parce que le stress n'était pas uniquement lié aux manœuvres politiques ou aux frustrations militaires. Le véritable fardeau de cette guerre, c'était le poids humain, le sang versé, et il le ressentait profondément. Lincoln n'était pas un commandant lointain cloîtré dans un palais. Il visitait constamment les camps. Oui, il cherchait le contact avec les soldats. Les témoignages de l'époque sont remplis de ces moments d'une grande humanité. On le voit par exemple enlever son grand manteau pour jouer au town ball avec les jeunes recrues. Pour préciser, ce jeu, c'est l'ancêtre direct du baseball moderne. Il faut s'imaginer la scène. Le président des États-Unis, avec ses longues jambes immenses, en train de courir sur des bases improvisées dans la boue d'un camp militaire. Au milieu des rires des soldats. Ou encore, lors d'une inspection en calèche, demandant au cocher de s'arrêter brusquement pour pouvoir descendre et glisser silencieusement une pièce d'or dans la main d'un jeune garçon blessé qui avançait péniblement sur des béquilles. Cette empathie viscérale faisait que chaque rapport de pertes humaines sur le champ de bataille était une véritable torture intime pour lui. Et cette conscience aiguë de la mort et de la souffrance nationale va atrocement percuter sa propre vie de la manière la plus brutale qui soit. Le début de l'année 1862. Sévit de désastres, militairement d'abord, avec des défaites cinglantes comme la bataille de Ballsbluff, une bataille désastreuse, née d'une erreur tactique, qui s'est soldée par une véritable déroute de l'Union, et surtout par la mort du sénateur Edward Baker. L'un des amis les plus intimes de Lincoln. Exactement. Mais le véritable effondrement se produit en février. Ses deux jeunes fils, Willie et Tad, tombent gravement malades de la fièvre typhoïde, probablement à cause de l'eau contaminée de la Maison-Blanche. Pour Lincoln, qui était un père d'une indulgence absolue, qui laissait ses garçons interrompre les réunions du cabinet et courir partout dans les couloirs du pouvoir, c'est une épreuve innommable. Il y a ce contraste glaçant documenté dans nos sources. Oui, la première dame, Mary Todd Lincoln, avait organisé une réception gigantesque, fastueuse, au rez-de-chaussée de la Maison-Blanche, pendant que l'orchestre jouait et que l'élite politique mondaine buvait du champagne en bas. Lincoln passait son temps à monter l'escalier en courant pour s'asseoir dans la pénombre avec l'infirmière. Essuyant le front brûlant de Willie. Et quand Willie, son fils préféré, celui qui lui ressemblait le plus intellectuellement, meurt à l'âge de 11 ans, le président est littéralement brisé. Il s'enferme dans son bureau et pleure de manière incontrôlable. Et cette tragédie insoutenable marque une rupture, un tournant fondamental dans l'évolution spirituelle et philosophique de Lincoln. Le deuil personnel, combiné au poids écrasant des milliers de morts de la guerre, le pousse vers une introspection d'une profondeur inédite. Les documents montrent qu'il cherche un réconfort qui dépasse sa propre capacité intellectuelle. Il se tourne vers la religion, il commence à lire la Bible de manière assidue, non plus seulement comme un texte littéraire, mais comme une source de sens. Sa perspective sur le conflit change radicalement. Au début de la guerre, il y avait une forme de certitude que la cause de l'Union était juste et bénie. Après la mort de Willie, cette certitude fait place à une humilité vertigineuse. C'est-à-dire ? Il cesse de se demander si Dieu est du côté de l'Union dans cette guerre atroce. Il se demande plutôt, avec une grande anxiété, si la nation et lui-même sont du côté de Dieu. Cette nouvelle grille de lecture morale, empreinte de fatalisme et d'humilité, va redéfinir sa manière de gouverner. C'est fascinant, parce que ce changement de paradigme intérieur semble presque providentiel. Ça coïncide avec le moment où il s'apprête à affronter la question la plus moralement et politiquement inflammable de son mandat et de l'histoire du pays. L'esclavage. Ce qui me surprend le plus en étudiant ces documents, c'est sa lenteur apparente, sa prudence extrême. Pourquoi un président qui a toujours considéré l'esclavage comme une monstruosité morale et qui a été élu par un parti anti-esclavagiste résiste-t-il avec autant d'opiniâtreté aux pressions de son propre camp qui hurle à l'abolition immédiate ? Parce qu'il savait que s'il se précipitait, s'il agissait sous le coup de l'émotion ou de l'idéologie pure, il risquait de détruire l'Union de manière irréversible. L'émancipation n'a jamais été une décision fulgurante prise sur un coup de tête. C'était les stratégiques. Ce fut une arme tactique longuement et méticuleusement calibrée. Lincoln préférait au départ une approche très conservatrice.
une émancipation graduelle. Son plan prévoyait de convaincre les États frontaliers fidèles à l'Union d'abolir l'esclavage eux-mêmes sur plusieurs années, avec la promesse que le gouvernement fédéral dédommagerait financièrement les propriétaires. Il espérait même que cela serait suivi par un plan de colonisation à l'étranger pour les personnes affranchies. Exactement. Son obsession absolue était de ne pas s'aliéner ces États tampons. Si le Maryland rejoignait la Confédération, Washington était encerclé et perdu. Et la manière dont il prépare le terrain de l'opinion publique pour cette première étape est digne d'un grand maître aux échecs. Il ne fait rien au hasard. On découvre dans les archives une machination fascinante autour de son fameux message au Congrès du 6 mars 1862. L'épisode avec Carl Schurz. Oui, Lincoln a secrètement fait revenir Carl Schurz, qui était pourtant son ambassadeur en poste en Espagne. Il le convoque et lui demande d'aller prononcer un grand discours au Cooper Union de New York pour plaider en faveur de l'émancipation, en la présentant non pas comme une croisade morale, mais comme une nécessité militaire stratégique pour sauver l'Union. Il a même corrigé le discours. Lincoln va jusqu'à relire et corriger le brouillon du discours de Schurz. Et la coordination est chirurgicale. Le jour exact où Schurz enflamme la foule new-yorkaise avec ses idées, Lincoln envoie son message officiel sur l'émancipation compensée au Congrès. C'est une manipulation brillante de l'espace médiatique. Malgré toute cette maîtrise politique, il faut bien comprendre que les pressions qui s'exerçaient sur ses épaules venaient de toutes parts et de manière contradictoire. Il y a une scène rapportée par Leonard Swett, un de ses confidents de longue date, qui illustre parfaitement cette paralysie potentielle. Les fameuses 3 lettres. C'est ça. Swett est convoqué dans le bureau présidentiel. Lincoln, l'air épuisé, ouvre un tiroir et en sort 3 lettres récentes. Ces 3 morceaux de papier résument l'impossible équation qu'il doit résoudre sous peine de détruire le pays. Quelles sont ces lettres ? La première vient de William Lloyd Garrison, l'un des abolitionnistes les plus farouches du pays. Il exige la libération immédiate et totale des esclaves, prévenant que sans cela, Lincoln perdra le soutien moral et financier de tout le Nord. La deuxième lettre est de Garrett Davis, un sénateur du Kentucky en état clé. Il menace très clairement que si le gouvernement touche à l'institution de l'esclavage, les États frontaliers basculeront immédiatement dans le camp confédéré. La paralysie totale. Et cette 3e lettre, d'où venait-elle ? Elle venait d'un éminent homme d'État suisse représentant le point de vue européen. Cette lettre l'avertissait que les grandes puissances européennes, comme la Grande-Bretagne, bien qu'elles soient politiquement anti-esclavagistes, cherchaient en réalité un prétexte économique pour intervenir dans la guerre en faveur du Sud. Pour le coton. Afin de garantir leur approvisionnement en coton, oui, la lettre prévenait que si Lincoln déclenchait l'émancipation de manière brutale, provoquant des insurrections sanglantes dans les plantations, l'Europe interviendrait militairement. Au nom de l'ordre humanitaire pour stopper la guerre, Lincoln était pris au piège entre ces 3 forces titanesques qui tiraient dans des directions opposées. Et c'est précisément là, pour expliquer sa prudence à ceux qui l'accusaient de lâcheté ou de lenteur, qu'il utilise l'une de ses plus incroyables métaphores, l'analogie de Blondin. Le funambule. Charles Blondin était à l'époque une célébrité mondiale, un funambule qui avait traversé les immenses chutes du Niagara sur une simple corde raide. Lincoln expliquait la situation ainsi. Imaginons que tout le trésor du gouvernement, tout l'avenir de la nation, soit placé dans les mains de Blondin, en équilibre sur cette corde au-dessus des chutes rugissantes. Oserait-on crier depuis la rive « Blondin, penche-toi un peu plus à droite !»« Non, va plus vite, baisse-toi un peu !» Bien sûr que non. Évidemment que non. La foule entière retiendrait son souffle dans un silence absolu jusqu'à ce qu'il pose le pied en sécurité sur l'autre rive. Lincoln suppliait ses critiques de comprendre que le gouvernement portait un poids incommensurable au-dessus d'un abîme et qu'il fallait cesser de secouer la corde avec des exigences immédiates. Cette métaphore du funambule est d'une pertinence absolue pour quiconque étudie la prise de décision en temps de crise extrême. Elle illustre magistralement le fardeau du dirigeant. Ceux qui critiquent depuis la rive ne voient souvent que leurs causes immédiates, leurs intérêts spécifiques. Le dirigeant, lui, est sur la corde. Il voit l'échiquier dans son ensemble, anticipant l'effet domino de chaque petit mouvement. C'est ça. Les critiques voulaient une justice immédiate. Lincoln savait qu'une justice immédiate mal exécutée pouvait entraîner la destruction définitive de la République, ce qui aurait rendu toute justice impossible à long terme. Si l'on rassemble toutes les pièces de ce puzzle historique aujourd'hui, le tableau qui se dessine est celui d'une métamorphose extraordinaire. Vraiment extraordinaire.
Partant de l'image d'un avocat de l'Ouest perçu initialement comme un politicien de seconde zone, hésitant et presque provincial, Abraham Lincoln a révélé une envergure de maître stratège. Il a prouvé sa capacité à ravaler son propre ego pour absorber les pires insultes. De ses subordonnés, oui, à neutraliser les ambitions dévorantes de ses rivaux et à porter sur ses épaules le deuil écrasant d'un enfant mort. Le tout en gardant fermement le cap pour empêcher un pays entier de sombrer dans le néant. C'est l'essence de son héritage. Mais pour clore notre analyse, il y a un fait stupéfiant tiré des archives qui mérite une profonde réflexion. Fin 1862, poussé dans ses derniers retranchements par une délégation de sénateurs républicains radicaux qui exigeaient avec une agressivité inouïe qu'il aille plus vite et arme immédiatement les esclaves, Lincoln a fait une contre-proposition qui a figé l'assistance. Il a menacé de partir, c'est bien ça? Il a très sérieusement offert de démissionner. Il leur a déclaré en substance que si ces sénateurs croyaient sincèrement que le vice-président Hannibal Hamlin pouvait mieux gérer l'équation et qu'il pouvait satisfaire leurs exigences immédiates sans provoquer la destruction de l'Union, ils démissionneraient volontiers en sa faveur le jour même. Un coup de poker magistral. Face à la perspective d'assumer réellement le chaos qu'ils contribuaient à créer, les sénateurs ont immédiatement reculé. Ce qui nous laisse, en fin de compte, avec une interrogation vertigineuse. Jusqu'à quel point la survie d'une nation repose-t-elle sur la psychologie très spécifique d'un seul individu? Imaginons un instant que la présidence, en cette terrible année 1861, était occupée par un homme au tempérament plus impulsif, doté d'un ego plus fragile ou animé par un esprit de vengeance. Le résultat aurait été très différent. Si ce dirigeant, confronté exactement aux mêmes pressions écrasantes, avait cédé trop tôt à la faction radicale de son camp, ou s'il avait choisi de punir sévèrement tous ceux qui manquaient de respect à son autorité, l'Union aurait-elle purement et simplement cessé d'exister? C'est une question qui hante l'étude de cette période. C'est sur cette réflexion fascinante sur le fil fragile de l'histoire que s'achève notre plongée au cœur de ces archives bouleversantes.